Siguranța cetățeanului este un deziderat spre care tinde Europa. Riscurile de securitate sunt dintre cele mai variate, iar gestionarea lor eficientă e posibilă doar prin abordări echilibrate. Reportajele din această ediție a emisiunii sunt produse de televiziunile publice din Croația, Italia și Franța. Urmăriți un proiect TVR Timișoara și Sircom Regional finanțat de Parlamentul European. Muntele Medvenica, din apropiere de Zagreb, este un habitat potrivit pentru porcii mistreți. Tot mai des, aceștia devastează zonele limitrofe, dar vânătorii nu pot interveni pentru că zona are statut de rezervație naturală. O soluție pentru protejarea biodiversității în condiții de siguranță a populației încă nu a fost găsită. Mjesecima se šuška o njima, malo tko ih je vidio, a tragovi ostaju. U blizini Zagreba, u podnožju Medvednice, divlje svinje spuštaju se noću sve do kuća. Ne jednom vidjeli su ih i lovci, a Stjepan Miklec točno zna mjesta kuda prolaze. Znači, ovo vam je jedan primjer jedne staze gdje su divlje svinje ušle u naselje i gdje prolaze asfaltnu cestu i stvaraju veliki problem djeci koji idu u školu jer žive u strahu. Tu nam stradava godišnje najmanje 4 komade srneće divljači i imali smo nalet automobila na divlju svinju. Divlje svinje posjećuju naselja. Mnogima su napravile i štetu. Ulaze u dvorišta, traže hranu u voćnjacima, ruju po zemlji tražeći gomolje. Lovci se žale da ne mogu ništa, jer zakon ne dopušta da ih ubijaju izvan lovišta. Ne možemo ništa poduzimati ovdje. Tu bi se morala osnovati potpuno nova grupa, grad Zagreb bi morao osnovati, da li specijalna policija, koji bi mogli te svinje koje su otišle dolje, jer one se više vratiti gore neće sigurno. Divlja svinja nije opasna, osim kad smatra da su joj mladi ugroženi. U potrazi za hranom svoj dom pronašla u samom naselju. Sad je to sve zarašteno i to je divlji svinji stanište. Ona ima tu mir, nema nikakvih neprijatelja prirodnih. Lovačka društva godišnje u Parku prirode Medvednica mogu odstreliti tek 10-ak divljih svinja, i to u znanstvene svrhe. Ukoliko se nešto ne napravi, divljih svinja će biti još i više. Bilo je više ideja za rješavanje ovog problema. Električni pastiri, velike hajke, ali još uvijek ništa nije urodilo plodom. Mi smo hajku radili 2 puta u 2 navrata, međutim vi danas svinje poterate, one odu našem susjedno područje Loškom Čučerje. Sve se to događa u podnožju planine Medvednica, koja je proglašena parkom prirode. Zato je nije dozvoljeno formiranje lovišta. Svinja će ostati i dalje problem ako će se loviti na ovakav način. Mogu potjerati. Lupit po limu nekakvome ili po nekakvom predmetu koji pušta nekakve zvukove, onda će sigurno pobjeći. Grad Zagreb mora pronaći rješenje kako ukloniti te divlje svinje. Znači, da li napraviti jednu specijalnu jedinicu koja će se pobrinuti za to, da će to biti veterinari, da će to biti policajci, ali oni se moraju pobrinuti. Unutar Parka prirode Medvednica dozvoljen je odstrel 70 divljih svinja. Lovci tvrde da je broj premali, jer je divljih svinja svake godine sve više, a u samom naselju ne smiju loviti. Neki mještani spremni su dopustiti lov čak i u svojim dvorištima. Aktivisti za prava životinja protive se ubijanju divljih svinja, ali ne daju nikakva konkretna rješenja. Stanovnici ugroženih naselja osjećaju da o njihovim pravima nitko ne brine. Mi nismo navikli na svinj. Mi tu viđamo i lisice i sve, ali nije to ugodno sresti se, pogotovo sa svinjom. Pa nije svinja pol kile. Pa svinja ima koliko? I 200 kila. Za dolazak svinja mještani krive nedostatak hrane u Parku prirode i sječu šuma. Prijašnjih godina to nije bilo dok nije počelo sa Sljemena gore, tolika drva se rušiti, normalno, tu su motorke, tu su traktori, to je sve buka, njim je gore i normalno bježe tamo gdje im je mir. Divlje svinje pojavile su se u naseljenim područjima i nekih drugih gradova u Hrvatskoj. Čuli su ovdje da su u Njemačkoj divlje svinje jednom napale ljude. Boje se da bi se tako nešto moglo dogoditi i u njihovom susjedstvu. To kod nas tako ide u Hrvatskoj, nažalost tako i ide. Sve to ide tim tokom, dok se već nešto, kad se nešto dogodi, onda kad je kasno, onda ćemo nešto. Za sada rješenja nema, a stanovnici ovih naselja boje se da uskoro zbog divljih svinja neće moći izaći iz svojeg doma. Nu
Numeroși tineri marocani s-au născut, au crescut și au fost educați în Italia. Generația lor încearcă să găsească un echilibru între respectarea preceptelor religioase și integrarea reală în societate. Lucrurile au devenit și mai complicate de când atentatele asociate cu musulmanii ne liniștesc comunitățile locale. Io sono Gufran, ho 20 anni. Sono nata qua in Italia e sono a Torino più o meno da 2 anni perché studio qua. Sono nata in provincia di Torino e faccio Scienze Internazionali dello Sviluppo e della Cooperazione. Io sono nato a Torino, classe 93. I miei genitori sono arrivati in Italia agli inizi degli anni 90. Sono un ragazzo italiano, musulmano e di origine marocchina. Gufran e Walid sono 2 ragazzi nati e cresciuti in Piemonte. Rappresentano una nuova generazione di musulmani che stanno cercando la loro strada in un ambiente reso ostile da paure reali e altre immaginarie. Per loro la sfida vera è creare una propria visione della religione e del ruolo di questa nella società di adozione. Ho frequentato le mie scuole elementari con una classe bellissima, insegnanti con cui ancora adesso ho dei rapporti. La religione l'ho vissuta tranquillamente. Non ho mai avuto come dire, influenze o difficoltà per via della mia religione o per via della mia origine. Qui siamo al mercato di Porta Palazzo, il mercato ortofrutticolo più grande d'Europa, situato qui in Piazza della Repubblica. Questo mercato ha una storia, è stato il primo punto di incontro all'interno della città di Torino dove sono approdate le prime comunità straniere. Abbiamo una delle tante comunità prevalenti qui a Torino e qui nel luogo Porta Palazzo, anche la comunità musulmana, che all'incirca è arrivata dagli anni 80 in poi. È un quartiere questo, Barriera di Milano, in cui troviamo tante diversità religiose ma soprattutto culturali. Basta fare un giro all'interno dei piccoli negozi, delle piccole attività e notare i vari cibi, le varie spezie di ogni cultura, dai paesi asiatici ai paesi africani. L'integrazione dei 2 ragazzi nella società piemontese è resa più difficile dall'immagine di violenza che i media collegano alla cultura islamica. Le notizie di attacchi terroristici realizzati da giovani fanatici hanno un impatto devastante in una zona in cui la presenza musulmana è massiccia ed attiva. Essendo musulmana io sinceramente non vedo questo pericolo. Non so se è un bene o un male, perché comunque vediamo che eventi concreti ce ne sono stati soprattutto ultimamente in tutto il suolo europeo. Però personalmente non sento questo pericolo. Sì, la paura degli italiani la si può comprendere. Prima di tutto per quanto riguarda il fattore della conoscenza del diverso. Poi dall'altra parte non siamo giustamente aiutati da qualche propaganda politica che viene sfruttata nel momento. E allo stesso tempo la comunità musulmana è prevalentemente composta da immigrati, quindi non si è ancora raggiunto un po' lo status di una comunità che è in grado di stare in piedi e di raccontare per bene la propria composizione culturale, la propria composizione dei valori che vuole condividere con quelli italiani. Quando tu sei musulmana, soprattutto hai un velo in testa, quindi sei proprio rappresentativa di quella identità, è ovvio che hai tutte le dita contro. Ma non sempre in modo cattivo, delle volte anche perché siamo umani, quindi per forza il primo pensiero è quello di almeno fare una domanda. La domanda è: come mai questi ragazzi hanno scelto la violenza e non hanno scelto l'umanità e i valori di cittadinanza e di fratellanza della religione musulmana? Non è perché siamo cresciuti in Europa, abbiamo una determinata formazione, educazione fin da quando siamo bambini, perciò non penso che la radicalizzazione o il radicalismo possa essere il mezzo più vicino a noi. Refugiații care luau cu asalt Europa au ieșit treptat din atenția mass media, dar o parte din acei oameni încă sunt prinși într-un tărâm al nimănui, în insula Lesbos, între Turcia și Grecia. Într-o tabără care seamănă mai mult cu o închisoare, ei au scăpat de pericolele războiului, dar se confruntă cu nesiguranța viitorului.
Ça, c'est leur deuxième tentative de suicide dans le camp. Moi, même si j'ai peur de Dieu, peut-être que je passerai aussi à l'acte. La beauté de Mytilène est presque insoutenable quand on arrive au port. La mémoire des drames est partout, images omniprésentes, des corps échoués sur ses côtes. Eux sont les rescapés, transférés dans ce camp isolé sur les hauteurs de l'île de Lesbos. Bienvenue à la prison de Moria. Ce graffiti à l'entrée est un appel à l'aide. Le camp est sous haute surveillance de l'armée et de la police grecque. Les journalistes interdits d'accès. Nous attendons que la relève soit un peu moins nombreuse dans le hotspot pour entrer avec une caméra cachée. C'est une décharge à ciel ouvert que nous découvrons, où des familles tentent de survivre à l'approche de l'hiver, hantées par les cauchemars des guerres qu'elles ont laissées derrière elles. Ce couple de Syriens avec leurs 7 enfants ont bravé la mer il y a moins d'un mois. Ils pensaient trouver un refuge. Il a été touché par une balle en Syrie. Cette traversée était leur 7e tentative. À l'approche des côtes, le moteur s'arrête, le bateau chavire. On est passé près de la mort. Je ne savais pas lequel de mes enfants sauver, lequel abandonner. Des hommes les ont attrapés. Et quand je suis sortie de la mer, c'était une renaissance. Mais maintenant, ici pour nous, c'est une nouvelle souffrance. Le père appelle son cousin resté derrière eux en Turquie. Il tente de le dissuader de les rejoindre. Franchement, ne viens pas ici en Grèce. Tu vas vivre un cauchemar. C'est mon devoir de te conseiller. Mais c'est toi qui décides. Près de 7000 personnes tentent de survivre dans ce camp, alors qu'il n'est censé en accueillir que 2500. Ici, l'eau courante fonctionne à peine plus de 3 heures par jour. Récupérer de quoi manger est une bataille quotidienne. Un réfugié a filmé avec son téléphone cette distribution. Seuls les hommes les plus forts auront de quoi nourrir leurs enfants. Ce riz, il est même pas cuit. Dur comme de la pierre. L'association de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, n'est pas non plus autorisée à entrer dans le camp. Mais sa chercheuse, Eva Kossé, continue de rencontrer ces familles pour témoigner. Elle nous rejoint discrètement sous une tente. C'est vous qui êtes malade ou c'est le bébé? Ma fille. Son bébé n'avait que 5 jours lorsqu'Anine a traversé la mer. L'enfant s'accroche à la vie dans cette tente ouverte aux 4 vents. Elle a de la fièvre et il n'y a pas de médecin pour la soigner. Aidez-moi à sortir de ce camp. Il fait trop froid pour mon bébé. Et ici, j'ai peur. La nuit, je ne peux même pas sortir seule pour aller aux toilettes. Mon mari doit m'accompagner pour qu'on ne m'agresse pas. Et on doit laisser le bébé dans la tente. Les femmes que nous avons rencontrées ont toutes peur. Des viols, de la violence. Ces hommes nous disent qu'il n'est pas une nuit sans qu'une bagarre n'éclate. Ils m'ont sauté dessus, volé mon portable, tout mon argent, et puis ils m'ont fracassé la tête. Tous les jours, il y a des bagarres entre Syriens et Afghans. Le lendemain, ce sont les Africains contre les Afghans. Et des fois, les Palestiniens se mettent avec les Syriens contre les Africains. Ici, il n'y a que des problèmes. Partir de ce chaos au plus vite. Ayman était paysan en Syrie. Il ne supporte plus les souffrances du camp. Il a demandé à être raccompagné à la frontière. En attendant, on essaye de rester présentable, car tout autour, c'est horriblement sale. C'est une question de dignité. J'ai vendu notre terre. Si j'avais su qu'on allait vivre ça, jamais je ne l'aurais fait. Je préfère encore mourir chez moi en Syrie.
Voici le centre de détention du camp. Le passage obligé des candidats au retour comme Eman. Au bout de l'espoir, ils sont près de 2000 à être repartis depuis les accords de mars 2016 entre la Turquie et l'Union européenne. Pas de retour forcé, mais des départs la mort dans l'âme pour échapper à l'enfer de Moria. Ils étaient venus trouver un refuge, ils se sont retrouvés pris au piège. Médecins sans frontières vient d'installer en urgence une cellule d'aide psychologique. J'ai vu jusqu'à 10 patients par jour au bord du suicide qui me disaient qu'ils n'en pouvaient plus. On n'aurait jamais imaginé trouver une telle situation en Europe. C'est inhumain. Et des réfugiés témoignent. Ça, c'est leur deuxième tentative de suicide dans le camp. Il y a eu plusieurs cas de suicide. Des réfugiés qui, eux, refusent de rentrer chez eux. Moi, si on me renvoie en Irak, je me donnerai la mort. Surpeuplé, le camp s'étend hors de ses murs. Réchauffe-toi ici, il fait froid. Eux vivent à l'extérieur, sans eau, sans électricité. Ce jeune Kurde attend ici depuis plus d'1 an. Sa famille a été kidnappée en Irak par des hommes du groupe État islamique. Moi, je vis dans la forêt. Il n'y a que les animaux qui vivent comme ça, pas les êtres humains. Eva Kossé, la représentante de l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, témoigne et dénonce. Pour nous, ce camp est un repoussoir pour les réfugiés. C'est un message clair de la part de l'Union européenne vers les réfugiés qui se trouvent en Turquie, mais aussi dans d'autres pays où il y a la guerre. Ne venez pas ici, parce que si vous venez ici, vous allez être bloqué pendant des mois, même jusqu'à 20 mois, sous des conditions effroyables. À l'extérieur de Moria, c'est dans ce bunker que se trouve le Bureau européen d'appui en matière d'asile. Il assiste les autorités grecques qui gèrent le camp. Il traite des milliers de dossiers. C'est un Italien arrivé de Lampedusa qui est en première ligne. Nous sommes parfaitement conscients et préoccupés de la situation à Moria. Le camp est en effet actuellement surpeuplé. Mais en première instance, la première interview des réfugiés dont nous nous occupons est organisée assez rapidement. En moins de 2 mois, on étudie le dossier. C'est ensuite la procédure d'appel qui prend du temps et cela réduit le nombre des reconduites à la frontière. C'est bien là qu'achoppe l'accord avec Ankara. En appel, les juridictions grecques estiment que la Turquie n'est pas un pays tiers sûr pour la grande majorité de ses demandeurs d'asile. L'île tout entière est devenue un camp à ciel ouvert. La mairie exige qu'on transfère d'urgence plus de réfugiés sur le continent, en priorité les plus vulnérables. Eva Kossé nous présente Samir, un enfant arrivé seul sur l'île, enregistré comme un adulte, en toute illégalité, livré à lui-même, sans protection. Ici, c'est comme une grande prison ouverte. On peut aller partout sur l'île, mais on ne peut pas en sortir. De quelle manière ça t'a affecté? J'ai essayé de me tuer. J'étais déçu et sans espoir. L'Europe peut-elle encore longtemps fermer les yeux face à cette détresse sur les îles? Nous apprenons que quelques familles ont réussi à être transférées à Drama sur le continent, au nord, près de la frontière bulgare. C'est ici, au milieu de nulle part, que ce camp a été ouvert au printemps dernier dans une usine désaffectée. Un semblant de retour à la vie pour ces réfugiés. L'ennui et l'attente sont le lot de tous, mais chaque famille a son espace bien chauffé. Un Syrien, Mustapha, accepte qu'on le suive à l'intérieur. Sa femme était très malade sur les îles. Elle se sent mieux ici, mais leur dossier n'a pas avancé. Nous sommes piégés ici, complètement isolés, loin de tout, loin de la population. On veut sortir. Ici au nord, on ne sait même pas si on va pouvoir retourner en Turquie, alors qu'ils m'ouvrent la porte des autres pays européens, avec ma femme malade.
C'est le bus de la semaine pour aller en ville. L'unique occasion pour eux de se promener librement dans un village en Europe. Pour ces demandeurs d'asile, toutes les portes sont fermées. Les autres pays européens ont verrouillé leurs frontières. La Turquie, de son côté, n'accepte de reprendre sur son sol que les réfugiés entrés en Grèce par les îles. Mustapha devra arriver à le prouver. Drama est l'une des villes les plus pauvres de Grèce. Les fruits et légumes au rabais sont une aubaine. Mais tous savent très bien que leur avenir n'est pas ici et que les jeunes Grecs eux-mêmes ont déserté la ville. Les étrangers, on n'en veut pas. L'Europe, elle ne s'occupe déjà pas de nous, les Grecs. Alors pourquoi on les a amenés ici? On doit se rappeler que nos parents, eux aussi, ont connu l'exil. C'est pour cela qu'on doit les aider, même si on est pauvre. Mustapha croyait avoir fait du chemin en arrivant à Drama. Il ne sait même pas comment il va pouvoir se sortir du piège grec. Nous partons plus à l'est, vers la frontière turque. Pour ceux qui ont perdu tout espoir et veulent faire marche arrière, en direction de la Turquie, Soufli, c'est le point de passage obligatoire. Le village près de la rivière Evros, où se trouvent les passeurs. Sur la place, nous attendons discrètement l'arrivée des bus de Thessalonique. Des réfugiés en descendent. L'un de ces hommes est un Kurde de Syrie. Khaled acceptera de nous parler. Nous découvrons qu'il n'est pas un clandestin. Il a obtenu le droit d'asile en Allemagne, mais on lui a refusé tout regroupement familial. Même si j'ai des papiers, je suis obligé de payer un passeur pour retrouver ma famille en Turquie. Mes enfants sont très malades dans le camp où ils se trouvent. 5 fois, j'ai fait une demande de visa à l'ambassade de Turquie pour aller les voir. On me l'a à chaque fois refusé. Le passeur m'a prévenu que c'était dangereux, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter. On va y arriver. Il m'a dit je serai là pour t'aider. Khaled devra d'abord longer les rails avant d'arriver vers la rivière, zone militaire interdite. Khaled nous a donné le numéro de téléphone de son passeur pour prendre de ses nouvelles. Après plusieurs jours, Salah Agrabi, le caméraman de l'équipe, parviendra à lui parler en arabe. Khaled est arrivé en Turquie? Oui, il est passé. Tu prends combien par personne alors? 1500 €. Et t'es fait passer combien de personnes chaque jour vers la Turquie, toi? J'en fais passer 15, 20, parfois même 30 personnes. Quand on retrouve des corps dans la rivière, il est l'homme qu'on appelle dans le village. Le maire de Soufli nous confirme que de plus en plus de migrants passent clandestinement vers la Turquie. Cette année, 30 passeurs ont été arrêtés ici par la police grecque. On a retrouvé beaucoup de corps dans cette rivière. Au moins 100 migrants sont morts ici en traversant. Les Turcs, ils voient tout aussi bien que nous ce qui se passe ici. Et ils ferment les yeux. Les migrants font marche arrière vers leur pays car la vie pour eux est devenue ici trop difficile. Mais je pense qu'il y en a aussi qui restent à côté de la frontière de l'autre côté. Et si une occasion se présente, ils rentreront à nouveau en Europe. Hier, les réfugiés essayaient par tous les moyens de rejoindre l'Europe. Aujourd'hui, paradoxe, certains doivent entrer en clandestinité pour la quitter. Ici, sur la rivière Evros, aux confins de l'Europe, les seuls gagnants sont les passeurs.